sommes avec M. Tariq Ramadan, il est universitaire, un des plus éminents intellectuels de la Oumma islamique. Actualité obligeant, nous avons traité avec lui aujourd'hui de l'actualité qui secoue le monde arabe. Vous savez, récemment, l'Égypte a été secouée par un coup d'État militaire. Monsieur Tariq Ramadan, bonsoir. Bonsoir. Mohamed Morsi, premier président démocratiquement élu en Égypte, a chuté. Quelle lecture faites-vous donc de la situation qui prévaut actuellement en Égypte? Écoutez, c'est une situation qui est extrêmement complexe, extrêmement difficile, très triste, parce que ce qu'on avait vu depuis 2 ans, c'est une évolution qui allait vers ce qu'on avait perçu comme une démocratisation. Ce n'est pas le cas. J'avais écrit un livre à l'époque qui s'appelle L'Islam et le réveil arabe, où j'avais pris une position intellectuelle qui était de dire je suis prudemment optimiste. Et je regardais tout ce qui se passait auparavant, parce que ce que je disais, c'est 2 choses concernant l'Égypte. Nous regardons les réalités politiques, la démocratisation, mais nous oublions 2 choses qui sont importantes, c'est l'aspect économique et l'aspect géostratégique. Or, je l'ai dit tout de suite, l'armée n'a jamais quitté le règne. Elle s'est retransformée de l'intérieur, on a enlevé Moubarak, elle s'est mise derrière la scène et elle a laissé le processus civil. Souvenez-vous, il y a une année de cela, le responsable militaire à l'époque le disait juste avant les élections, où Morsi allait être élu, que c'était pour une année. Donc ils avaient déjà dans l'idée d'un processus de transition. Et en fait, Morsi, une année après, tombe. Et maintenant, on nous reparle de la retransformation. Mais qui a les règnes du pouvoir? C'est l'armée. Et quand on dit l'armée en Égypte, c'est pas uniquement la sécurité. C'est 30 à 35% du secteur économique. Jusqu'à toucher indirectement 60% du secteur économique. C'est une formidable puissance. Et c'est une machine qui est dans tous les secteurs de la vie économique. Bien sûr, et surtout encore plus que cela, pas simplement de façon interne, de façon internationale. C'est-à-dire que c'est l'armée qui est directement en contact avec l'administration américaine pour recevoir les 3 milliards de dollars annuels, et c'est elle qui protège la stratégie américaine dans la région. Donc aujourd'hui, il est évident que tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, et puis cette mobilisation de plusieurs millions de personnes, et puis la position américaine directement de ne pas utiliser le mot de coup d'État. L'Amérique est nuancée à ce niveau-là. La terminologie qui est utilisée jusque-là, l'Occident ne veut pas utiliser le terme coup d'État, mais vous, comment vous qualifiez ça? C'est un coup d'État militaire, c'est clair. Il y a eu des élections, donc c'est un coup d'État militaire. Les États-Unis ne peuvent pas l'utiliser parce que s'ils utilisent ce mot, constitutionnellement, ils ne peuvent pas soutenir le nouveau régime. Donc en fait, il y a bien chez les Américains quelque chose qui était de l'ordre d'accompagner ce processus. Le dernier élément sur lequel j'aimerais insister, c'est qu'en fait, quand on comprend ce qui se passe dans la région, on comprend que les États-Unis ont accompagné le champ. Vous savez, c'était les soutiens de Moubarak, les États-Unis. C'était les soutiens de Ben Ali aussi. Donc ils ont accompagné la transformation, non pas parce que ce sont des amoureux de la démocratie, mais parce que quelque chose au Moyen-Orient se joue aujourd'hui, qui est la nouvelle pénétration économique de la Chine, de l'Inde, du Brésil et de la Russie. En mettant en place des hommes de paille, quoi. Non, en ouvrant le champ politique, en fragilisant le champ politique, exactement ce qui est en train de se passer en Irak. En Irak, vous avez un système politique très fragile, mais tout le secteur économique est sous l'autorité des entreprises américaines ou britanniques, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Donc c'est recapitaliser l'ensemble de ce processus-là en termes économiques et géostratégiques. Parce qu'à l'heure où nous vous parlez de l'Égypte, alors on parle de la Syrie, alors on parle de tous ces autres problèmes-là, on déplace le centre de gravité et on oublie la Palestine avec ce qui est en train de se passer. Voilà, Morsi a chuté, 300 mandats d'arrêt contre les barons du régime de frères musulmans. On appelle à manifester, lancé ce vendredi par les partisans de Morsi. Est-ce que tout cela pour vous est de nature à créer les conditions d'un avenir apaisé en Égypte? Non, je pense que l'avenir n'est pas apaisé maintenant. Ce qu'il faut espérer, et je ne crois pas que ça puisse advenir, mais il faut rester prudent, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. C'est un scénario à l'algérienne où le fils ayant été privé de sa victoire, eh bien, s'est radicalisé. On a vu après la chute, après le fait d'avoir fait tomber Morsi, qu'il y a eu un mort dans le Sinaï. C'est 3 morts aujourd'hui. 3 morts, en l'occurrence, dans les premières manifestations
et puis maintenant on ajoute encore 2 morts à Alexandrie. Donc il faut qu'on ne sait pas ce qui peut se passer, mais il peut y avoir des éléments qui vont passer dans la radicalisation, mais on peut aussi se dire que de l'armée et que de la police, il y a une volonté aussi de pousser à une certaine radicalisation. Je vous dis ceci pourquoi? Parce que des membres d'Amnesty International, juste avant la première manifestation pro-opposition contre Morsi, s'étaient étonnés de voir la police à côté de gens qui se tapaient dessus, de gens qui tabassaient quelqu'un et qui n'intervenaient pas. Comme si leur but, c'était de laisser la violence s'installer et de se présenter comme garant de la stabilité et de la paix. On peut tout à fait aussi imaginer que l'armée joue ce jeu-là. Les choses sont allées très vite depuis l'ultimatum de l'armée. Aujourd'hui, on a nommé un président par intérim, Adli Mansour, président de la Cour constitutionnelle, qui devra nommer dans les meilleurs délais un premier ministre chargé de mettre en place un gouvernement de technocrates et de rédiger une nouvelle constitution. Est-ce que, selon vous, tout cela suffit à apaiser la tension qui se vit aujourd'hui dans le pays? Non, ça ne suffira pas tout de suite. Maintenant, vous savez, vous dites ça va très vite. Moi, je ne crois pas à cette histoire. Je crois que le processus qui a amené à ce changement-là, il se prépare depuis des semaines. Je pense que la mobilisation qui était annoncée pour le 30 juin, je pense que le fait d'amener le lendemain de l'ultimatum toutes ces personnes, le responsable de l'Azhar, le patriarche, Barada, tout le monde était là. Attendez, comment ils ont fait? Donc on connaît le rôle qu'il a joué au niveau de l'AIA. Exactement, et en l'occurrence, dans mon livre, je mets en évidence ses relations avec l'administration américaine. Contrairement à ce qu'on pense, il n'est pas en opposition, il a une grande admiration pour Barack Obama. Au départ, ils sont liés. Donc en l'occurrence, là, on est dans quelque chose qui est un tout petit peu plus complexe. Donc dire ça s'est fait en 48 heures, je ne le crois pas. Maintenant, il a été préparé pour ça. Il y a eu après une préparation de long terme, depuis mars, même avec l'ancien candidat à la présidence, Shakir, qui était un ancien président. Alors, il y a eu des liens avec Baradaï également dans l'opposition. Et tout à coup, on le prend lui, comme par hasard. Alors que lui, en 2008, il est aux États-Unis et il rencontre les jeunes du mouvement du 6 avril en 2008 aux États-Unis, qui sont eux les responsables du début de la mobilisation contre le président. Il y a quand même des choses qu'on ne dit pas. Derrière la scène, l'administration a établi des connexions avec la CIA américaine. C'est pas un homme des Américains. C'est un homme des Américains, mais même du département d'État américain qui dit qu'il faut qu'on continue à laisser penser qu'on est en opposition avec lui. Parce que comme ça, c'est notre meilleur allié. Plus il apparaît aux Égyptiens comme anti-américain, plus il donne l'impression d'être autonome. Tout ça, c'est un jeu qu'on connaît. C'est pas nouveau. Tout ça, c'est les techniques américaines. Donc vous ne serez pas surpris que demain, il devienne président d'Égypte? Pas du tout. Je ne serais pas du tout surpris qu'il devienne le prochain président et que ce soit lui qui représente la société civile. Donc ça, c'est un premier élément. Ce que vous demandiez, c'est est-ce que tout ceci est de nature à apaiser? Vous savez, moi, ma position, elle a été, au moment où j'ai vu comment ça allait, d'appeler le président Morsi à démissionner. C'est-à-dire, avant qu'on le fasse tomber, qu'il démissionne, en appelant les autres partis à une alliance nationale. En fait, qu'est-ce qu'il... Parce que ça devenait... De toute façon, il a commis beaucoup d'erreurs. Le président en action a commis l'erreur de s'appuyer beaucoup trop sur la seule organisation des frères musulmans. Il a commis l'erreur de ne pas consulter. Il a commis l'erreur de prendre des positions unilatérales. Et puis surtout, de ne pas avoir de politique avec des priorités sur la question sociale. Ça dépend aussi de la diversité. Bien sûr, mais qu'il y a un vrai problème. L'histoire de la minorité copte. Exactement. Bon, il a essayé de s'ouvrir, mais en même temps, il y a eu d'énormes maladresses. D'ailleurs, pour moi, je vais vous étonner, mais la première grande maladresse, c'est de s'être présenté aux élections. Mais ça, c'est une autre affaire. Je pense qu'il y a une erreur stratégique majeure ici. Mais la question pour moi, c'est que en présentant sa démission et en ouvrant le jeu, il aurait évité ce qu'ils... Parce que là, à l'heure où vous parlez, 300 personnes, membres des frères musulmans, entrent en prison. Lui, il est arrêté. Et donc, en l'occurrence, là maintenant, l'armée se donne les moyens de recomposer. Mais de quoi tout cela dénote-t-il? On sait que c'est des gens, au début, qui avaient opté pour le fondamentalisme, et retour la lutte armée, qui avaient finalement abandonné la lutte armée. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne peut pas être amené à la faveur de ce qui se passe, de reprendre les armes? Non, là il faut qu'on soit très très précis.
aussi parce que l'histoire des frères musulmans, c'est le contraire. L'histoire des frères musulmans, quand ils commencent en 1928, jusqu'en 1955, il n'y a absolument pas eu de violence. C'est un mouvement qui était légaliste, qui s'est présenté, que Nasser, et c'est là que ça commence le problème avec l'armée, il a intégré pour les utiliser pour pouvoir venir, pour devenir président. Donc il a utilisé ceci, lui. Donc il est devenu président et ensuite il les a laminés, il les a réprimés et une partie s'est radicalisée dans les prisons. Et ceux qui se sont radicalisés sont sortis des frères musulmans et ont créé la Jama'a Islamiyya, c'est-à-dire une autre organisation qui est sortie. Donc elle est connue, la position des frères par rapport à la violence. Ce n'est pas un mouvement violent. Toute la question est de savoir, est-ce qu'il y a moyen, en faisant ce qui vient d'être fait, de radicaliser une partie, ou est-ce qu'une partie va se radicaliser? Qu'est-ce qui est l'option la plus plausible aujourd'hui? L'option la plus plausible, c'est qu'ils ne vont pas se radicaliser, mais qu'on ne peut pas ne pas imaginer que quelques groupuscules, quelques personnes ne vont pas aller dans ce sens-là. Le problème, c'est qu'ils devraient comprendre qu'en se radicalisant, ils confirment le rôle de l'armée. Et l'armée a besoin de ceci pour confirmer son rôle. C'est-à-dire que c'est un cercle très vicieux et très malsain. En parlant de l'armée, il y a cet homme, le général Al-Sisi. Qui est-il? Quel est son profil? On sait qu'il a déposé quand même celui qui l'a mené à ce poste. Voilà, alors toute la question c'est qu'on présentait Morsi comme totalement autonome dans ses choix. En fait, il a choisi un homme qui était un homme qui vient de la deuxième génération et c'est ça le vrai problème. Vous savez, un jour je discutais avec Henri Guénaud à une émission de télévision en France, le conseiller de Sarkozy, qui me disait que la première ce qu'on a appelé la première révolution en 2011, en fait lui il l'appelait un coup d'État. Il disait que c'était un coup d'État militaire à l'intérieur de l'armée, c'est-à-dire qu'on a écarté les pro-Moubarak et qu'il y a une deuxième génération qui arrive. Morsi, ce qu'il a fait, c'est qu'il a nommé la deuxième génération. Et cet homme-là, qui est plus jeune, il vient et il fait partie de la deuxième génération. Mais qui l'a formé? D'où il vient, Sisi? Toute sa formation est américaine. Toute sa formation, elle vient de l'entraînement militaire américain. Et c'est quelqu'un qui est lié et dont le pouvoir militaire aujourd'hui, qu'on arrête de nous dire qu'il est complètement indépendant. Toute personne qui pense que les militaires égyptiens sont indépendants ne comprend rien à toute l'histoire de militaires depuis les années 50. Juste une autre chose que j'aimerais vous dire. En 1955, un coup d'État, il y a un attentat contre Nasser est fomenté et Nasser se retourne en disant c'est les frères musulmans, il les met tous en prison. Un des militaires qui participait à la réunion dit 35 ans plus tard, j'étais à la réunion où les conseillers américains ont mis en scène cet attentat pour faire monter la popularité de Nasser et mettre en prison les frères musulmans. Donc la relation avec le pouvoir égyptien, elle est très longue. Ce sont là des liaisons dangereuses. Hein? Est-ce que vous allez jusqu'à dire que Al-Sisi est porteur quand même d'un projet américain qui devrait mettre en place quand même quelqu'un de la Maison-Blanche? À mon sens, ce qui se passe aujourd'hui en Égypte n'est absolument pas en dehors du contrôle américain. Très bien. Je pense que les Américains savent très bien ce qui s'y passe et que ce mouvement-là parce que même les frères musulmans ont accepté de discuter avec les Américains, mais ça, ils ont été naïfs. Ils ont pensé que les Américains, en les plaçant là, allaient tout accepter d'eux. Mais pour les Américains, les frères musulmans, c'est qui? C'est un mouvement islamiste dont une des tendances, c'est le Hamas. Et le Hamas, c'est l'opposition à Israël, considéré comme un groupement terroriste. Alors on serait bien avec eux en Égypte et mal avec eux en Palestine. Pour eux, c'est les mêmes. Et ils savent très bien quelles sont les positions. Ils ne leur font pas confiance. Mais les frères musulmans, qui ont été pendant 60 ans dans l'opposition, ont pensé avec les élections que c'était acquis. C'était extrêmement naïf. Et là, ils ont commis des erreurs. Moi, j'ai été très critique sur leur positionnement. Je suis très critique même sur leur projet politique en Égypte. Je l'ai dit
et je l'ai répété, parce que je pense que de ce point de vue-là, il faut qu'on soit critique. Mais on ne peut pas, malgré ces critiques-là, ne pas considérer que la façon dont cette affaire a été gérée, il y a un coup d'État militaire, il y a un déni de droit, il y a une usurpation et il y a le silence de la communauté internationale, à l'exception de la Turquie et de la Tunisie, qui ont condamné ce coup d'État militaire. Est-ce que pour vous, c'est ce qui explique aujourd'hui que l'Égypte ferme quelques portes qui mènent à la Palestine, c'est pour éviter de lancer une connexion avec le Hamas palestinien? Non, je veux dire, de toute façon, il était clair qu'en Égypte, si vous voulez parvenir au pouvoir, il fallait prendre une position ferme sur deux choses. Un, les accords de paix égypto-israéliens, et c'est ce qu'on tous ont fait et ont accepté. Et deux, la relation avec les Palestiniens devait être basée sur des accords bilatéraux qui ne devaient surtout pas permettre aux Palestiniens d'avoir usage à la violence ou de pouvoir obtenir des armes. Donc ça, tout le monde l'a accepté, frères musulmans compris. Donc aujourd'hui en Tunisie, tout le monde l'a accepté, parce que c'était une des conditions de la reconnaissance internationale. Donc voilà où on en est aujourd'hui par rapport à ça. Mais reste qu'eux, ils craignent que le Hamas palestinien vienne prêter main forte aux frères musulmans au niveau de l'Égypte. Non, je pense pas que ceci puisse arriver, je pense pas qu'ils le craignent. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le Moyen-Orient dans son entier est totalement fragilisé. Prenons rapidement ce qui se passe, très rapidement. L'Irak, situation politique très fragile, secteur économique totalement sous le contrôle occidental, et le pays ne bouge pas. À l'heure où je vous parle, chaque 3 jours, il y a un attentat qui fait entre 10 et 40 morts en moyenne. Voilà où on en est. À côté de ceci, la Libye. Situation fragilisée du point de vue politique, secteur économique et pétrolier totalement sous le contrôle des entreprises britanniques, qataris et américaines, et françaises en l'occurrence. On part et maintenant on vient en Tunisie. La Tunisie, qu'est-ce qui se passe? Un pays qui est dans le processus démocratique mais dont l'économie est totalement assiégée. On ne peut pas s'en sortir en Tunisie sans le Fonds monétaire international et sans la Banque mondiale, qui sont des instruments de l'économie dominante aujourd'hui occidentale. Vous allez en Syrie, et là on s'aperçoit, et c'est ça qui est important, c'est que personne ne s'attendait à une mobilisation du peuple syrien de cette façon-là. Et donc on a été surpris, les Américains, pendant 8 mois, ils disaient à Bachar el-Assad, il faut réformer. Et aujourd'hui, on a une situation qui fragilise tout le Moyen-Orient, et moi je suis très cynique là-dessus. Je pense qu'il y a un accord entre les Américains et les Européens d'un côté, les Chinois et les Russes d'un autre côté, de ne pas être d'accord sur la Syrie. On ne veut pas de solution, parce que c'est ce que le département... C'est l'anéantissement définitif du monde arabe, quoi. Alors ça le fragilise surtout. C'est ce qu'on appelle, dans le département d'État américain, un conflit de basse intensité. Donc c'est un modus vivendi qui a été trouvé au niveau de la Syrie. Mais ça tue 170 personnes par jour, et ça fragilise tout. C'est-à-dire que la Syrie est un pays qui va consommer la rupture entre d'un côté Iran, Liban, Syrie et de l'autre côté Arabie Saoudite, Qatar et tous les pays sunnites. Et on est dans une grande fracture. Ce qui unissait tous ces pays-là auparavant, c'était une résistance à Israël. Là maintenant, elle est rompue. Et qui continue la colonisation et qui continue à souffrir dans le silence des médias parce qu'il y a un déplacement, eh bien c'est les Palestiniens. Voilà à l'heure actuelle. Donc finalement, tout cela se fait au profit d'Israël, vous voulez dire. Israël tire profit de tout ça. C'est pas tout cela se fait pour, mais il est évident qu'avec tout ce dont je viens de parler, Israël il trouve son compte. Il faut faire très attention aux mots. C'est pas Israël qui tire profit de tout ceci, mais Israël, dans tout ceci, réussit à préserver ses intérêts et sa politique sans que les médias en parlent. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a là, quand même, avec ce qui se passe en Égypte, un précédent dangereux qui pourrait faire un peu école dans le monde arabe de manière générale, surtout pour ces régimes qui sont pour la plupart issus des révolutions qu'on connaît? Ben oui, de toute façon, la question est de savoir, est-ce que chaque fois qu'on n'est pas content avec un gouvernement, on peut commencer à faire descendre les gens dans la rue et on le change? Bien sûr, ça pourrait être un précédent. Si ce n'est que je pense pas, je pense que Moncef Marzouki, le président tunisien, a raison. Ça ne pourrait pas se passer de la même façon en Tunisie. Je crois pas, je ne vois pas ça se passer en Tunisie. Et je pense qu'en Égypte, c'était un plan tout à fait particulier. Aujourd'hui, les frères musulmans qui se sont exposés, eh bien, sont en train maintenant d'être réprimés. L'Égypte est en train de se resituer dans
l'échiquier moyen-oriental. C'est une situation qui est extrêmement grave. Mais vous savez, mon grand problème, avec les Africains, comme avec les Nord-Africains, comme avec les Moyen-Orientaux, c'est que nous faisons parfois de la politique avec notre cœur. Nous sommes émotivement avec le peuple, nous sommes émotivement avec les soulèvements, nous sommes émotivement et nous ne réfléchissons pas assez que derrière. Bien sûr que tout n'est pas de la conspiration, mais il y en a qui réfléchissent, il y en a qui planifient, il y en a qui jouent sur les équilibres, il y en a qui se moquent de nous, il y en a qui utilisent notre sincérité. Regardez par exemple les salafis qui tout à coup émergent en Égypte, tout à coup émergent en Tunisie et qui déstabilisent le jeu politique. Ils viennent d'où? Et les premiers qui étaient avec les militaires le lendemain de la destitution de Morsi, c'était le responsable du parti Ennour, dont on sait qu'il recevait de l'argent par des institutions saoudiennes et qataries, qui sont des alliés régionaux des Américains. Un tout petit peu d'intelligence du contexte plutôt que de l'émotivité. On a fait beaucoup d'erreurs émotivement, nous les Africains. Vous voulez dire que vous, les frères musulmans aussi, vous les connaissez parce que votre grand-père quand même, il est le fondateur de cette confrérie-là en 1928. Aujourd'hui, pour vous, c'est quoi l'option? Reprendre les armes ou suivre la marche? Non, moi je suis... je les connais de l'intérieur, j'ai étudié le mouvement, et j'ai été très critique. Je veux dire, j'ai dit... Vous savez, moi j'ai dit au moment des élections, je dis il ne faut pas s'y présenter. La même chose, je le disais sur les élections dans les territoires occupés, je disais ce sont des pièges. Ce sont des pièges, ça va vous retomber dessus. C'est pas comme ça qu'il faut gérer ce moment historique de la transformation ou de la transition. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut absolument... C'est pour ça que j'appelais le président Morsi à démissionner, pour éviter le bain de sang, pour se remettre en recul et trouver d'autres alliances. Mais aussi, ce que je dis, j'ai écrit un livre là-dessus en disant il faut que les laïcs, comme les islamistes dans le monde arabe, arrêtent la polarisation laïque-islamiste et qu'ils en viennent aux vraies questions. Lutte contre la corruption, le rôle de l'armée, l'État et les institutions étatiques, la bonne gouvernance, la politique éducative, la politique sociale, la politique culturelle et surtout le choix économique. On est dans un moment extraordinaire dans le Moyen-Orient. On pouvait développer de nouveaux horizons de relations sud-sud. Ces pays qui se libèrent, il faut qu'ils établissent des relations sud-sud et en même temps qu'ils jouent sur la multipolarité du monde. La Chine, la Russie, l'Inde. C'est pas parce que ce sont de meilleurs modèles. Il reste quand même que les choses ne peuvent pas être aussi fluides que la rue le pense, parce que c'est des gangrènes quand même qui datent de décennies. Je pense que la rue a été naïve, que la rue, elle a pensé qu'en faisant tomber Moubarak, tout était, on avait gagné, Ben Ali, et ils ne se sont pas rendus compte aussi qu'il y avait d'autres intérêts en jeu. On a trop pensé les soulèvements en termes politiques, on ne les a pas compris en termes économiques et géostratégiques, pas assez. Et je dis pour vous, c'est quoi l'avenir du monde arabo-islamique de manière générale? Écoutez, déjà, c'est ce que je vous disais, qu'on soit moins émotif et beaucoup plus rationnel dans notre analyse, que la société civile, que les intellectuels, que ces jeunes aujourd'hui fassent une lecture un tout petit peu plus complexe, qu'on ait une société civile qui se mobilise. Et puis je suis très partisan du pouvoir du contre-pouvoir. C'est-à-dire que dans le contre-pouvoir construire, la multilatéralité, c'est ce que je disais. Encore une fois, les systèmes capitalistes chinois ou indiens ne sont pas meilleurs que les Américains, mais ils nous permettent une multipolarité. En jouant sur les alliances, vous protégez votre autonomie et ensuite des relations sud-sud qu'il faut avoir. Il y a des nouveaux acteurs dans la région, l'Afrique du Sud, la Turquie, l'Indonésie, la Malaisie, la Russie et la Chine de façon différente, et même l'Inde qui a un contrôle. Il faut diversifier ces alliances. Et puis, je pense que chacun d'entre nous, ça c'est aussi une chose qui est importante, j'insiste, c'est que en sortant de l'obsession politique, en considérant l'économique, il faut aussi que nous ayons une vision de l'éthique politique. Et ça fait partie aussi de notre identité. Je pense aujourd'hui qu'il faut que les peuples aillent chercher aussi la fierté de leur histoire, la fierté de leur mémoire et même la fierté de leur spiritualité. Il ne faut pas que la religion étouffe le politique, mais il faut que l'éthique oriente la politique. Les vraies questions de finalité, ça c'est ce qu'il faut qu'on pose comme question sur l'éducation, sur les femmes, sur la question de l'État aujourd'hui dans le monde global. Nous sommes loin de ceci, mais tout ça c'est possible. Mais quand on regarde la géopolitique, on sait que tous les pays musulmans forts ont été anéantis de manière générale. Là, il reste que la Syrie et l'Iran. Oui et non, je veux dire,
ils ont été forts. C'était des dictatures qui étaient fortes, mais la société était très très fragile. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans le délitement. Maintenant, toute la question est de savoir, c'est qu'on s'aperçoit que les relations économiques n'existent pas. Il n'y a pas de relations économiques sud-sud. On passe par les institutions, on passe par le nord. Donc on est dans une crise très 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 profonde. On ne peut que rebondir parce qu'on est tellement en crise qu'on ne peut qu'espérer le fait de rebondir. Mais il faut passer de l'indignation de ceux qui disent non aux dictateurs à la conscience de ceux qui ont un projet, qui ont une vision et qui ont une vision qui cesse les polarisations, qui cesse le populisme, qui cesse de dire les laïcs d'un côté contre les islamistes et qui pose des vraies questions des sociétés majoritairement musulmanes. Comme les vraies questions de la situation au Sénégal. C'est la corruption, la politique éducative, c'est tout ça dont il faut qu'on parle aujourd'hui. Regarde ce qui se passe en Égypte aujourd'hui, de ce qui s'est passé. Est-ce qu'on peut dire que le pouvoir est désormais, la force est désormais dans la rue arabe? Non, je crois qu'elle l'est circonstanciellement, parce que là, ils sont descendus, mais le vrai pouvoir aujourd'hui et les acteurs les plus habiles de toute la politique en Égypte, c'est l'armée. Très bien. Et l'avenir en Égypte? L'avenir est extrêmement préoccupant. L'armée peut vraiment taper très très fort. On a vu que des administrations internationales demandent à ce qu'on fasse très 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 attention. Il n'y a pas une guerre civile là-bas? Je ne pense pas qu'une guerre civile soit possible, mais la blessure est profonde et la réconciliation va être extrêmement difficile en Égypte. Donc ça va être un long processus. Je vous remercie. Je rappelle que vous étiez au Sénégal dans le cadre du CIMA. Vous étiez dans la dernière ligne droite des préparatifs du prochain colloque. Tout à fait. On a le colloque des musulmans dans l'espace francophone qui aura lieu le 23, 24, 25 et 26 août ici. Où on aura des conférences publiques et on aura des ateliers. Et donc je suis, comme membre du conseil scientifique, je suis venu rencontrer des politiques, faire des rencontres aussi avec les médias et avec des institutions pour que cette rencontre qui va réunir jusqu'à entre 20 et 25 délégations nationales de l'Europe au Canada avec tous les pays francophones de la sous-région et de l'Afrique jusqu'à la Réunion et à l'île Maurice, eh bien, nous allons nous retrouver pour parler de la gouvernance dont on a besoin. Il n'y a pas de voix discordante, on voit qu'il y a quelques détracteurs du mouvement, non? Non, il n'y a pas de voix discordante. Il y a une seule voix qui a été discordante, qui vient d'un jeune chercheur qui se trouve à Saint-Louis, qui a l'impression qu'en m'attaquant, il se fait de la publicité. Et quand je l'ai rencontré à Tunis, il est venu s'excuser. Donc je l'excuse de vouloir autant de publicité. Si c'est que cette voix discordante-là, elle n'est pas très importante. Écoutez, je vous remercie. Merci à vous. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Merci. Fin de ce numéro. Rendez-vous mercredi prochain pour une autre question d'actualité.